Voilà, on va réfléchir ensemble à l'accompagnement. Tout d'abord, un propos liminaire. Je ne viens pas parler ici comme un expert ou comme un philosophe ou avec une position de surplomb, puisque cette notion de l'accompagnement, je l'ai travaillée de manière extrêmement concrète avec des personnes concernées, des soignants, des aidants et beaucoup de témoignages qui ont été recueillis notamment dans un groupe de travail monté par Pascal Jacob à l'Assemblée nationale sur la valorisation des personnes vivant avec un handicap dans les politiques publiques, qui s'est déroulé l'an dernier et cette année. Et ces réflexions ont été menées donc, à partir de témoignages de personnes vivant avec différents types de handicap voilà, au fil du temps, et de témoignages de personnes investies dans les politiques publiques autour de ces sujets. Et ce groupe de travail, voilà, une petite note comme ça en passant, donnera lieu à la parution d'un livre cette année sur ces questions de la valorisation. Donc moi je vais aborder cette question de l'accompagnement, non pas de manière générale ou généraliste, puisque on le verra, cette question-là joue aujourd'hui beaucoup dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé, du médico-social et dans le domaine des ressources humaines. Mais je vais l'aborder à travers cette question beaucoup plus spécifique du handicap. Donc voilà, avec toute la partialité que peuvent contenir aussi ces témoignages. Il faut toujours remettre en contexte un témoignage et une parole. Voilà, je vais en tout cas beaucoup m'appuyer sur des extraits voilà, qu'on a entendus ou qu'on a lus à cette occasion. De la même façon, un de mes principes, c'est de penser cette notion de l'accompagnement, non pas de manière abstraite, mais de manière située, donc dans ce domaine du handicap, mais aussi dans les effets qu'elle peut avoir sur les politiques publiques, sur la manière d'aborder le handicap, sur la manière d'aborder aussi l'éthique du soin, la manière de soigner, la manière d'intervenir auprès des personnes vivant avec un handicap. Donc voilà, c'est ce que je vais m'atteler à faire aujourd'hui, en essayant de décortiquer ce que peut bien vouloir dire accompagnement, pourquoi ce mot est apparu et dans quel contexte dans les années 80 et pourquoi il s'est développé ensuite dans d'autres secteurs, et puis comment ce mot peut être trahi aussi dans ses intentions de départ, et puis comment est-ce qu'on peut de nouveau essayer de le retrouver en mettant en place des actions pour essayer de retrouver son sens, en tout cas intentionnel, d'origine. Donc on vit aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler le temps de l'accompagnement. L'accompagnement est utilisé dans tous les domaines, donc je vais m'appuyer ici sur les travaux de la chercheuse Maëla Paul qui travaille en sciences de l'éducation. Vous voyez, on n'est pas dans le domaine du handicap ici, mais ça croise évidemment on va voir que ça croise le domaine du handicap de manière très forte, quoi. Donc, d'abord, ce mot accompagnement a été utilisé en premier lieu dans le domaine du travail social et de la santé dès les années 70 dans le domaine des soins palliatifs, où on désigne ainsi le projet de soins et la reconnaissance du patient, non pas simplement comme un corps à soigner, mais comme une personne à part entière qu'il s'agit d'accompagner, de prendre en compte, de valoriser, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins et de manière holistique. Voilà. Et puis, cette notion a été aussi utilisée en premier lieu dans les établissements médico-sociaux où on ne renvoie plus à l'expertise médicale, mais ça permet de différencier l'expertise médicale de tout ce qui est de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire le lever, la toilette, les activités, le repas, les loisirs. Voilà. Donc on différencie l'expertise médicale du prendre soin, et le prendre soin finalement est plutôt de l'ordre, est plutôt mis du côté de l'accompagnement. Donc il est possible, à travers cette notion d'accompagnement, de
de retracer le glissement du soin au prendre soin, donc du soin du corps à travers la pratique médicale, au prendre soin de manière beaucoup plus holistique de la personne, si possible dans son entièreté. Donc passer de la technique médicale vers la relation avec le patient, voilà, de ce qu'on appelle la prise en charge dans les établissements médico-sociaux, vers l'accession des personnes au maximum d'autonomie possible. C'est là qu'on voit l'utilisation du concept d'autonomie dans son exception médico-sociale que décrivait Fabrice Xil tout à l'heure, c'est-à-dire permettre aux personnes à la fois de s'autodéterminer, mais aussi de vivre dans le milieu commun qu'on connaît tous et qui n'est pas forcément accessible à toutes les personnes vivant avec un handicap, ce qu'on pourrait appeler vivre dans la vraie vie. Donc l'accompagnement accompagne, si je puis dire, ce nouveau paradigme qui tend à être dominant depuis les années 90. Alors aujourd'hui, on pourrait penser que la partie est gagnée, puisque ce changement, c'est-à-dire ce changement de paradigme vers l'accompagnement, a été acté dans les lois du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, dans la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et dans la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Puisque ces trois textes, ce qui n'était pas le cas auparavant, utilisent ce mot d'accompagnement. Alors, il semble partant qu'on vit dans une société où l'accompagnement est promu comme une valeur très importante, comme une valeur cardinale. Au sens le plus large, c'est une structure de coopération entre des acteurs consentants et égaux autour d'un projet qui se déploie dans un environnement complexe. Donc ça, on reverra une définition plus précise de Maëla Paul, mais aussi beaucoup plus compliquée dans un instant. Vous verrez, elle essaye, cette notion, elle est très fluide. Donc elle essaye de la resserrer comme ça en la définissant de manière plus formelle. On va voir, ça reste quand même compliqué de la définir de manière comme ça resserrée, puisque comme elle s'incarne dans différents secteurs, c'est assez difficile de trouver les points communs entre toutes les logiques d'accompagnement qui peuvent exister entre les relations, entre les ressources humaines et le handicap, par exemple, voilà, ou la formation professionnelle et les soins palliatifs. Mais on va quand même essayer de trouver une définition commune, vous verrez, qui n'est pas si simple. Alors, où j'en étais? Donc c'est une structure de coopération entre des acteurs consentants et égaux autour d'un projet qui se déploie dans un environnement complexe. Donc cet accompagnement, il est devenu l'horizon de nombreux acteurs, donc les administrations, les associations et les entreprises. Les cabinets de conseil font de l'accompagnement au changement, l'éducation nationale fait de l'accompagnement personnalisé, même si aujourd'hui cet enseignement n'est plus obligatoire. Les robots conversationnels dont sont des compagnons. Les associatifs font de l'accompagnement de projets. Les impôts accompagnent les contribuables dans leur déclaration de revenus. Les ressources humaines accompagnent les salariés, etc. etc. C'est des occurrences que j'ai trouvées voilà, à foison sur les plaquettes, les sites internet. Voilà, alors, qu'est-ce que l'accompagnement? On peut se poser la question puisque c'est une notion qui est très voyageuse, on va dire. Les secteurs des ressources humaines, de l'éducation, de la santé, du travail social ont fait de l'accompagnement un concept central de leur pratique. C'est ça qu'il va falloir vraiment étudier et prendre à bras-le-corps. Alors, quel est le point commun entre toutes ces structures, toutes ces idées d'accompagnement? Alors, la chercheuse en sciences de l'éducation Maëla Paul définit l'accompagnement comme suit. Alors, prêtez l'oreille, parce que la définition n'est pas simple, hein, je vous préviens tout de suite. Maëla, M-A-E-L-A, et Paul comme Paul, comme le prénom. Donc, elle définit l'accompagnement comme une structure d'action coopérative basée sur un engagement consenti et contractuel d'acteurs différents, mais à égalité dans le dialogue, réunis dans la perspective d'un changement par la médiation d'un projet
qui, par sa complexité, transcende le cadre d'action de chacun et suppose qu'ils élaborent ensemble à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble. Si vous voulez, je peux vous le relire. Hein. Mais ensuite, je pense que le plus intéressant serait de prendre la phrase par la fin. C'est ce que je me suis dit quand je l'ai lu, parce que finalement, il faut peut-être partir du problème. Et le problème, c'est une situation complexe. Donc, on se retrouve face à une situation complexe qui transcende le cadre d'action de chacun, et cette situation complexe suppose qu'ils élaborent ensemble un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble. Voilà. Donc on part de cette situation qui est complexe. Pour faire face à cette situation complexe, on va mettre en œuvre une médiation qui vont réunir plusieurs acteurs différents mais à égalité dans le dialogue. C'est-à-dire, personne, dans cette logique-là, ne prend le pas sur un autre. Et dans un cadre qui est bien défini, c'est-à-dire temporellement bien défini, mais aussi contractuellement bien défini, et engageant le consentement de chacun. Et c'est ça qui fonde une structure d'action coopérative. Voilà ce que Maëla Paul appelle la structure d'action coopérative. Vous voyez, en remontant la phrase, finalement, on reprend le problème et on retrouve la logique. Donc, vous commencez peut-être à voir ce dont il est question, mais... Est-ce que vous pourriez juste la redire à l'endroit ? Alors, je vous la redis à l'endroit. Alors, une structure d'action, donc elle le définit comme ça, une structure d'action coopérative basée sur un engagement consenti et contractuel d'acteurs différents, mais à égalité dans le dialogue, réunis dans la perspective d'un changement, par la médiation d'un projet qui, par sa complexité, transcende le cadre d'action de chacun et suppose qu'ils élaborent ensemble à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble. Je maintiens que cette phrase est plus claire à l'envers. Donc, cette logique d'accompagnement, elle est très pertinente dans le domaine du handicap, puisque elle remet en cause, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le primat du soin comme un acte technique, permettant de mener le malade d'une situation pathologique vers une nouvelle forme de normalité, comme une restauration du corps. C'est-à-dire que là, on ne va pas accéder à une nouvelle forme, uniquement à une restauration du corps, mais on le voit, c'est un projet complexe, donc ça peut, comme on le verra avec Anne-Lise Chabert, concerner à la fois une stabilisation du corps, mais aussi une dimension sociale, une dimension technique. Ça ouvre à différentes dimensions beaucoup plus ouvertes sur la société. Et puis par ailleurs, ça permet de rompre avec cette notion du handicap, compris comme une déficience personnelle, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à penser le handicap comme une insertion problématique dans son environnement. Donc là, effectivement, on peut rappeler la classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé de l'OMS en 2001, qui ne considère pas le handicap comme une déficience individuelle, mais comme le résultat d'une interaction qui est problématique entre un individu, une personne, et l'environnement dans lequel elle s'inscrit. D'où, effectivement, cette notion de situation de handicap. Dès lors, on peut imaginer qu'un accompagnement adapté, c'est-à-dire vraiment cette logique d'accompagnement, va permettre de réduire le fossé qui se creuse entre une personne et le milieu dans lequel elle évolue. Donc les trois ingrédients principaux de cette adaptation, selon la philosophe Anne-Lise Chabert, qui a écrit ce livre très intéressant, Transformer le handicap au fil des expériences de vie, aux éditions RS, que vous pouvez consulter ici à l'Espace Éthique. Donc il y a trois ingrédients, selon elle, il y a trois ingrédients principaux de cette adaptation, qui sont premièrement d'instaurer une forme de stabilité corporelle, de mettre à disposition des outils technologiques pour faciliter les actions de la personne vivant avec un handicap dans le monde commun. Voilà. Un bras mécanisé, un fauteuil roulant, un ordinateur pour les personnes malvoyantes, par exemple. Voilà, c'est des outils technologiques qui permettent de s'insérer dans le monde commun. Et puis,
Et oui, et bien sûr, faire en sorte que ce monde soit accueillant, c'est-à-dire qu'il lui permette de se réaliser au maximum de ses capacités. Et ça, c'est la réflexion qu'on mène à l'espace éthique sur la question de la société bienveillante et, par exemple, dans le domaine d'Alzheimer, sur les communautés Alzheimer-friendly, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les commerçants comprennent de quoi il est question quand quelqu'un qui a des troubles cognitifs vient acheter des choses dans son magasin, ou se perd, ou a des troubles d'achat compulsif, ou ce type de choses. Voilà. Donc c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer au maximum des personnes qui peuvent avoir des troubles cognitifs, par exemple, à la société. Donc, je vais citer Annelise Chabert. Elle nous dit « Si le handicap n'est en rien à assimiler à un état pathologique, au sens strict, donc c'est là vraiment qu'on change de paradigme, et pour lequel il faudrait rechercher un retour à la norme, on se retrouve confronté à un binôme en souffrance où cadre et individu se heurtent et ne coïncident pas. Ce n'est que dans un second temps que le milieu et l'individu, sous l'œil bienveillant et actif du thérapeute, s'adaptent littéralement l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont l'un vers l'autre pour former un système stable et viable dans le temps. » Donc Annelise Chabert, ce qui m'étonnait un peu dans cette phrase, c'est l'utilisation du mot thérapeute, parce que finalement, ça serait beaucoup plus logique qu'elle dise que cette adaptation de l'individu et de l'environnement se passe sous le regard bienveillant de l'accompagnant. Voilà. Ça serait davantage dans ce nouveau paradigme, mais c'est vrai qu'il faudrait lui poser la question à l'occasion où elle viendra nous retrouver ici à l'espace éthique. Donc on le voit, l'accompagnement, qu'il soit technique ou humain, est central dans ce processus d'adaptation, d'ajustement entre la personne et l'environnement dans lequel elle vit. Et il est toujours bon de rappeler que ce processus est essentiellement humain. Il se fait dans la relation, dans les gestes et dans les postures professionnelles de l'accompagnement, et ne saurait se contenter purement et simplement de l'apport de la technique. Voilà, donc ça, c'est évidemment à rappeler. Hein. Ces trois aspects, à la fois la stabilité corporelle, l'environnement technique et l'environnement social, sont à penser ensemble et pas indépendamment les uns des autres. On ne peut pas avoir de solutionnisme technique, par exemple avec un robot compagnon pour les personnes âgées. On le voit bien, ces fameux robots compagnons ont eux-mêmes besoin d'accompagnement humain, c'est-à-dire, quoi qu'on en pense, si on met un robot Nao dans une chambre pour une personne âgée, pour lui faire des exercices par exemple, il faudra une aide-soignante ou une infirmière pour expliquer qu'est-ce que c'est que ce robot, quelles sont ses capacités, quelles sont les activités qu'on va faire avec, donner un début et une fin à cette activité, donner du sens à cette activité. Voilà, même un robot compagnon, d'accompagnement si on veut, ne peut pas se passer lui-même d'une logique d'accompagnement. Donc ça, c'est très important à rappeler. Pour aller un peu plus loin dans ce domaine de l'accompagnement, Paul Louvet-Dubuc me rappelait tout à l'heure effectivement que dans le cahier de l'espace éthique sur la santé mentale, sur les vulnérabilités psychiques, il y avait cette phrase très intéressante: le fauteuil des personnes handicapées psychiques, c'est l'accompagnement. Donc ça signifie que même quand on n'a pas d'accompagnement technique, ou comme un fauteuil roulant ou un bras mécanique, effectivement l'accompagnement humain reste une donnée absolument nécessaire, quoi, qui ouvre des possibilités, qui ouvre à la vie, comme quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, qui peut utiliser un fauteuil roulant. De la même façon, une personne handicapée psychique a besoin de l'ouverture que va lui donner un accompagnement professionnel ou même familial. Alors ce changement de paradigme, il est vraiment à questionner, parce qu'il semble constituer une grande avancée collective. Et pourtant, il s'agit de ne pas se faire abuser par les mots, il faut toujours être vigilant. Voilà, quand l'utilisation d'un mot devient dominant comme ça, il faut toujours s'interroger pour savoir si le mot reste fidèle à lui-même ou bien si son utilisation est dévoyée. Et comme le rappelait Fabrice Exil tout à l'heure, quels sont les effets politiques, sociaux, médico-sociaux
de la mise en œuvre de politiques, par exemple, autour de l'accompagnement et autour de cette nouvelle norme qu'est l'accompagnement, qui mérite d'être interrogée. Voilà. Donc l'arrivée d'une nouvelle norme mérite toujours d'être interrogée au prisme du contexte social dans lequel elle s'inscrit. Donc même si cette mise en avant de la pratique de l'accompagnement a été initiée dans la santé et le médico-social, il ne faut pas ignorer que ces conceptions de l'accompagnement se développent aussi dans le management, dans les ressources humaines, dans la formation, et que ces nouvelles pratiques de l'accompagnement influencent de manière très puissante les pratiques mises en œuvre dans le domaine de la santé et du médico-social. Voilà. Donc il y a un retour de bâton, si je puis dire. La santé est pionnière et le médico-social pionnier dans l'accompagnement, et en retour, d'autres secteurs s'approprient ce terme qui finit par rejaillir dans le domaine de la santé et du médico-social en étant modifié. Alors moi j'ai identifié quelques traits communs à cette dynamique de l'accompagnement qui dévoile l'esprit de notre époque et ses ambivalences. Ce n'est pas du tout un hasard si ces logiques d'accompagnement se sont développées dans tous les secteurs et de manière massive depuis les années 2000. Donc un constat en demi-teinte qu'on pourrait faire, c'est que d'une part, si nous avons tant besoin d'accompagnement professionnel, c'est souvent le point de départ des argumentaires commerciaux, par exemple, c'est que le monde serait devenu difficile à comprendre, difficile à vivre, peu accueillant, et que nous serions désorientés et que nous aurions besoin d'accompagnement. Mais heureusement, cette logique paternaliste, qu'on peut appeler Big Mother, s'occupe de nous et nous aide à nous adapter à ce monde mouvant, pour nous rendre plus efficaces, par exemple dans notre environnement professionnel. Une autre logique de l'accompagnement, qui est transversale, c'est de nous mettre au centre du dispositif. Alors, ce dispositif d'accompagnement, il est souvent pris en charge par des organisations qui sont très bureaucratisées, qui sont administratives, impersonnelles. Donc finalement, on nous met au centre d'un dispositif, mais d'un dispositif qui, curieusement, nous met de côté quand même. C'est la logique du guichet unique, par exemple. Donc la logique du guichet unique, on vous donne la possibilité d'accéder à tous les services. Dernièrement, j'étais dans la ville de Nice, donc il y a un guichet unique de la ville de Nice qui permet d'accéder à tous les services handicap, petite enfance et ainsi de suite. Mais il reste que ensuite on est toujours pris dans ces logiques bureaucratiques qui nous collent à la peau. Donc finalement, est-ce que cette logique d'accompagnement, c'est pas simplement de repeindre de manière comment dire, un peu plus sociale des logiques bureaucratiques qui sont bien ossifiées, quoi. Ensuite, ces logiques d'accompagnement, évidemment, ça fait entrer ça s'appuie sur une diversité d'acteurs territoriaux, comme on peut le voir aujourd'hui dans le domaine d'Alzheimer et du grand âge avec les Mayas. Mais il reste que ces acteurs ont toujours beaucoup de mal à se coordonner, c'est les témoignages qu'on peut en avoir en tout cas. Et puis, un autre trait commun, c'est la responsabilisation quant à la réussite de notre projet individuel. Donc, en gros, l'idée, c'est, par exemple, dans les ressources humaines, on va essayer de déterminer avec le salarié un projet individuel, un projet personnel, d'aller vers tel type de compétences, de développer tel type, d'essayer de se diriger vers tel type de poste. Et ensuite, la logique, ça va être de l'accompagner, mais surtout de le rendre responsable de sa réussite ou de son échec. Comme si il n'existait pas des logiques organisationnelles et des logiques sociales sous-jacentes. Effectivement, ça rejoint également la question de l'autonomie. C'est-à-dire que cette logique de l'accompagnement, ça revient à peut-être, par exemple, dans les ressources humaines, à se dessaisir de
ça revient à se dessaisir des logiques sociales et organisationnelles pour rendre le salarié responsable de la réussite de son projet personnel, puisqu'on a bien voulu l'aider dans ce projet personnel. Donc, l'accompagnement dans ces différents secteurs, ce n'est pas un remède miracle, puisque ça peut même être effectivement assimilable à une forme de paternalisme. Voilà, et puis il y a une, d'autant qu'au-delà de cette description de ces différents traits communs, ce tournant de l'accompagnement marque ce que Gilles Deleuze pensait comme le passage des sociétés disciplinaires décrites par Foucault, donc les lieux de l'enfermement, hein. On passe de l'école à la caserne, à l'hôpital, à une société de contrôle beaucoup plus liquide et décentralisée. Donc là, je cite Deleuze. Par exemple, dans la crise de l'hôpital comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Ce qui signifie que l'accompagnement hors les murs, au domicile, par exemple, donc c'est-à-dire faire venir l'hôpital au domicile, n'est pas nécessairement exempt de relations de pouvoir, de contrôle, de dissymétrie entre les acteurs, de logique institutionnelle. Il serait naïf de penser que les inégalités économiques, c'est-à-dire le qui paye, les inégalités juridiques, qui emploie qui, et les différences de compétences et de savoir ne s'insinuent pas dans les relations d'accompagnement au domicile. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on sort de ce lieu de la société disciplinaire telle qu'a été décrite par Foucault, par exemple de l'hôpital ou de l'hôpital psychiatrique, et qu'on va prodiguer des soins au domicile, qu'on va en fait sortir de cette logique disciplinaire ou de cette logique qui existait déjà à l'hôpital. C'est-à-dire que si on transporte l'hôpital à la maison, est-ce qu'on a vraiment gagné? Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'on voulait faire? Et notamment dans le domaine du handicap. Cette réflexion sur le domicile, on l'a menée dans ce cahier que vous pouvez aussi prendre voilà, dans les couloirs, sur les enjeux éthiques et les respects des droits de la personne au domicile. Et cette notion-là de transporter l'hôpital au domicile a beaucoup été travaillée dans ce cadre-là, et c'est assez passionnant. Voilà, je vous conseille de mettre le nez dans ce document. Donc, cette relation d'accompagnement n'est pas sans poser la question des contraintes sociales et du contrôle que l'institution exerce à distance sur les choix des personnes vivant avec un handicap et partant sur leur capacité à s'autodéterminer. Donc, on a eu un témoignage de François qui nous raconte la manière dont il était accompagné à l'école par un aidant professionnel et qui, de ce point de vue, est extrêmement parlante sur le fait que finalement il était enfermé dehors, quoi, si on peut dire ça comme ça. Un autre rythme était beaucoup plus difficile à tenir, car il ne dépendait plus seulement de moi, mais de toute l'aide que je pouvais obtenir, soit des professionnels de l'enseignement et de l'accompagnement, soit de tous les amis de la classe qui devenaient très compétents pour m'aider dans ma logistique. Et c'est là que les professionnels et les accompagnants ont voulu jouer de leur autorité pour s'occuper à tout prix de ma logistique dans l'école. Il fallait que je les attende avant de descendre un escalier, et l'attente faisait souvent que je ne pouvais plus descendre au moment de la récréation. Alors un autre passage. En dehors de ma famille, il y a des professionnels qui vivent encore grâce à leur savoir et leurs études, avec un besoin de suprématie sur la personne vivant avec un handicap. Cette suprématie se caractérise par l'autorité et le pouvoir d'être le passage obligé d'une décision. On retrouve cela dans de nombreux rapports humains de service, comme celui du soin, où les infirmières ont besoin de définir les cadres d'une liberté qui passe par leur organisation et leur autorité. Un jour, une infirmière me disait que dans leur école, on leur enseignait que c'était dans les premiers contacts avec un malade qu'il fallait s'affirmer et marquer son autorité avant même de l'écouter. Donc voilà, il faut voir aussi tout le vécu qu'il y a derrière ça. Il faut le remettre en perspective.
Mais on comprend bien que quand on est un élève dans un lycée qui ne peut pas participer à la vie commune, par exemple la récréation, parce qu'il y a une règle qui dit que l'accompagnant professionnel doit être nécessairement présent pour descendre le fauteuil dans les escaliers et que les camarades de classe ne peuvent pas le faire, on retrouve une logique d'enfermement, même si c'est une logique, même si cette logique-là prend corps dans le milieu ordinaire. Donc il faut se méfier de cette logique d'accompagnement qui serait censée être nécessairement libératrice, quoi. Cette logique d'accompagnement, elle peut être aussi contraignante. Donc le paradigme de l'accompagnement est l'opérateur, on le voit ici, hein, qui a permis de passer de l'enfermement dans des milieux clos, comme l'hôpital, au contrôle, c'est-à-dire au contrôle des actions dans le milieu ordinaire ou au domicile. Alors, comment remédier à ce glissement ? Et comment est-ce qu'on pourrait sortir de cette logique de contrôle pour revenir au sens premier de l'accompagnement, ou en tout cas à l'intention première, sans parler du sens premier du mot ? Est-ce qu'il faudrait assumer cette relation de pouvoir et de contrôle de l'un sur l'autre en tentant de la retourner au profit de la personne vivant avec un handicap ? À écouter le témoignage d'une autre intervenante, Noémie Nolot, il serait contre-productif d'entrer dans ce type de bras de fer. Elle nous dit: si on commence à rentrer dans un rapport d'autorité et que l'auxiliaire répond bêtement à mes demandes, elle n'aura rien à gagner à se lever le matin et à venir travailler. Ce n'est pas possible. Si je leur fais comprendre que j'ai besoin d'elles pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entends, ça les valorise. Donc il y a une logique de valorisation croisée ici, on le voit bien. C'est-à-dire que d'un côté, l'accompagnant se valorise de permettre à Noémie Nolot d'accomplir ses activités quotidiennes et professionnelles. Et d'un autre côté, Noémie, elle profite aussi comme ça, de cette aide de l'accompagnant pour accomplir ses actions. Donc il y a une sorte d'intérêt, bien entendu, dans le fait de ne pas avoir cette logique de pouvoir et d'autorité absolue dans l'accompagnement. Donc le principe de l'accompagnement est précisément de restaurer l'échange, comme le disait Maëla Paul, entre égaux, là où le principe de contrôle, qui peut être aussi, faut le comprendre, hein, dans une certaine mesure stabilisant et rassurant pour la personne accompagnée comme pour la personne accompagnante, c'est-à-dire le fait d'établir un planning, le fait de s'organiser, bien sûr, hein, il y a cette logique de contrôle ou d'organisation qui est nécessaire dans une certaine mesure. Il ne s'agit pas du tout de la supprimer complètement. Il y a des routines qu'il est nécessaire de respecter. Mais il ne faut pas pour autant perdre l'objectif initial de l'accompagnement. Voilà. Donc Michel Vial, qui a beaucoup écrit, donc V-I-A-L, Michel Vial, qui a beaucoup écrit sur l'accompagnement comme une esthétique de l'inconfort, qui joue sur le rééquilibrage permanent, permet justement de penser cette sortie du contrôle. C'est-à-dire, le rééquilibrage peut être permis par une attention, une écoute de part et d'autre. C'est-à-dire, ça ne signifie pas une désorganisation, ça ne signifie pas que l'auxiliaire de vie, par exemple, n'a pas un contrat, des horaires, des moments où elle vient, des moments où elle part. Voilà, on ne parle pas du tout de fragmentation de ce point de vue-là, mais c'est simplement de toujours se dire que l'accompagnement doit se faire comme une esthétique de l'inconfort, être toujours un peu dans l'inconfort, se poser la question, est-ce que ce que je fais correspond bien à un moment donné aux attentes de part et d'autre. Donc pour sortir du contrôle, il s'agirait donc de revenir au principe premier de ce que signifie accompagner, c'est-à-dire se valoriser les uns par les autres. Là réside probablement une des clés d'un accompagnement qui revienne à ses sources, faire un bout de chemin ensemble dans la vie et prendre soin de ses compagnons de route. Pour mieux comprendre ce que pourrait être accompagné dans le respect de la personne, il faut revenir à la relation première de l'accompagnement, c'est-à-dire le compagnonnage, et revenir à l'étymologie de ce que c'est qu'un compagnon, celui avec qui on partage le pain et, plus largement,
celui qui partage avec nous un monde commun. Cela ne signifie pas que celui qui accompagne et celui qui est accompagné sont semblables. C'est-à-dire cette relation de compagnonnage, elle est apparue effectivement au Moyen-Âge. Maïla Paul le décrit bien, je pourrais vous donner des références d'articles. Effectivement, c'est un maître qui enseigne à un compagnon des règles d'art dans le domaine de la charpenterie, dans différents types de domaines d'artisanat. Et évidemment, ils sont peut-être égaux, mais certainement pas en compétence. Il y en a quand même un qui est en train d'apprendre à l'autre à faire de la charpenterie, par exemple. Voilà. Donc on ne dit pas, ils ne sont pas d'emblée égaux en termes de compétences. Mais la logique, c'est qu'il y en a un qui va faire monter l'autre, et qui va, pour ensuite pouvoir le considérer comme un égal. C'est ça la relation de maître à compagnon dans cette logique du compagnonnage au Moyen-Âge, c'est qu'il y en a un qui fait comme ça monter l'autre en compétence en vue de faire de lui son égal. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, on ne se contente pas de professer l'inégalité entre les uns et les autres, mais c'est un mouvement. L'accompagnement, c'est une route, c'est un trajet. Donc, effectivement, ils se donnent l'un à l'autre le courage d'avancer et les possibilités de se réaliser. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence la personne vivant avec un handicap et les contraintes de l'accompagnement, mais de mettre au centre la construction d'un monde commun où chacun doit pouvoir prendre sa part. C'est-à-dire que chacun puisse se valoriser par l'autre, que la personne handicapée puisse mener sa vie du mieux possible avec une expérience professionnelle. Par exemple, Noémie Nolot, c'est une des premières autonomiseurs de France à l'ARS des Pays de Loire. Voilà, c'est une activité importante pour elle de pousser cette question du handicap au sein des institutions et donc de l'ARS Pays de Loire. Et l'accompagnement, c'est lui permettre de mener à bien cette mission qu'elle s'est fixée à elle-même. Et pour cela, la relation doit s'opérer dans les deux sens. L'accompagnant doit aussi savoir se faire accompagner par la personne vivant avec un handicap. Mieux encore, l'accompagnant doit apprendre aux personnes vivant avec un handicap à se faire accompagner par un non-professionnel, comme on a pu le voir avec le témoignage de François. C'est-à-dire, c'est déjà un savoir-faire, c'est déjà une ouverture d'esprit de la part d'une personne vivant avec un handicap, de pouvoir se dire que, par exemple, en tant que lycéen, il y a des élèves sur lesquels on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur la société, sur la communauté de la classe ou scolaire pour faire appel aux autres, pour ne pas avoir à faire uniquement à des accompagnants professionnels, qui peuvent effectivement être un facteur d'insertion, mais aussi un facteur de coupure, de rupture, notamment pour l'accès aux autres élèves, quoi. Sinon, on est toujours dans une sorte de bulle, même dans le monde ordinaire, quoi. Alors, maintenant, je vais définir quelques pistes générales qui ont été évoquées dans ce groupe de travail dont je vous parlais en introduction, pour essayer de définir ce que pourrait être un accompagnement émancipateur et privilégiant le prendre soin. Alors après, il faut savoir qu'effectivement, chaque relation d'accompagnement est très singulière, en fonction des besoins, en fonction des personnalités de chacun. Mais l'idée, tout d'abord, c'est d'élaborer un projet commun par le dialogue et sur la longue durée, même si cette durée est nécessairement limitée. Donc il est bon de rappeler que chaque projet d'accompagnement est unique et dépend de la relation qui se noue entre l'accompagnant et l'accompagné. Il s'agit de savoir quel est l'objectif de l'accompagnement pour chaque personne. Les acteurs doivent apprendre l'un de l'autre ce que signifie pour eux l'accompagnement. C'est bête, mais effectivement, en fonction des types de handicap, en fonction des types de personnes, l'accompagnement, ça n'a pas le même sens. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est une notion assez fluide. Et ça nécessite déjà de la discussion, ça nécessite de l'échange,
pour savoir, dans un contexte bien précis, avec des personnes bien déterminées, qu'est-ce que c'est que l'accompagnement. C'est pourquoi on ne peut pas se contenter d'un simple accompagnement technique. La relation doit être mise au centre, et il est nécessaire de se poser la question de ce qu'est un projet de vie, notamment. C'est vrai que les personnes en situation de handicap sont peut-être les seules personnes à remplir un dossier régulièrement à la MDPH en détaillant quel est leur projet de vie, quoi. Je ne sais pas si vous savez quel est votre projet de vie sur les 5 prochaines années et ce dont vous aurez besoin dans 4 ans pour pouvoir mener à bien vos projets. Voilà. En tout cas, moi, je ne le sais pas forcément. Et donc, il y a cette logique-là. Qu'est-ce que c'est qu'un projet de vie ? Voilà. Pourtant, c'est au cœur de cette logique de l'accompagnement qui doit se redéfinir régulièrement. Alors, on va écouter justement ce que nous dit Noémie Nolot sur la nécessité de travailler de concert et sur l'importance de la relation humaine dans cette logique d'accompagnement. Elle nous dit, donc en contraste, justement, on va voir le contraste. Je vis dans un immeuble où tout a été conçu et pensé pour pallier physiquement aux besoins des personnes, mais uniquement ceux-là. On pallie physiquement les besoins. C'est-à-dire que l'auxiliaire arrive, la personne demande à aller aux toilettes, l'auxiliaire peut passer une demi-heure à aider cette personne sans jamais lui adresser la parole, parce que ce n'est pas son travail. C'est terrible, parce qu'en voulant respecter l'autonomie et l'indépendance des personnes qui étaient là, j'ai l'impression qu'on les a niées dans ce qu'elles étaient. Il n'y a plus d'interaction entre les gens. Si vous proposez un café, vous dépassez les limites et vous perturbez l'équipe et le fonctionnement de l'équipe. C'est quelque chose qui m'interroge énormément. Bien sûr que les personnes sont en capacité de décider pour elles-mêmes, mais l'accompagnement est là, et si les deux ne se retrouvent pas, je pense qu'on ne peut pas avoir un bon accompagnement. Du coup, la personne qui vit au quotidien avec les auxiliaires de vie ne peut pas être épanouie. En tout cas, pas de cette façon. Donc vous voyez dans ce texte, on pourrait discuter des heures de ce texte. Est-ce que ça fait jouer l'accompagnement technique, l'accompagnement humain, la notion d'autonomie avec la notion d'accompagnement, où commence et où s'arrête l'accompagnement, où commence et où s'arrête l'autonomie. L'autonomie, c'est pas simplement de décider d'aller aux toilettes, par exemple, et ensuite d'avoir une personne quasiment chosifiée qui ne vous parle pas, qui vous emmène aux toilettes et qui vous ramène là où vous étiez, quoi. Donc voilà, c'est pas ce qu'on peut attendre de l'accompagnement, en tout cas c'est pas ce qu'attend Noémie Nolot de l'accompagnement, elle, personnellement. Donc c'est vraiment vous voyez, il y a beaucoup de notions qui sont à faire jouer les unes avec les autres, et, pour éviter les dérives. Et c'est là que se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une personne attend de son accompagnement, c'est vraiment primordial, mais ça passe nécessairement par le dialogue. Le deuxième point, à grande ligne, une grande piste, c'est de penser l'accompagnement de manière systémique. Alors il s'agit ici de concevoir l'accompagnement de manière systémique dans le cadre de la compréhension globale des enjeux de la personne accompagnée, en engageant les différents acteurs, les établissements, les accompagnants, professionnels et non professionnels, les acteurs sociaux, les associatifs, et puis ensuite les institutions dans lesquelles on va vouloir s'engager, l'école, l'entreprise. Donc il faut que ces différents acteurs puissent se coordonner autour de l'écoute des personnes vivant avec un handicap afin de répondre à leurs besoins de manière souple. Pour cela, il faut penser des dispositifs de manière plus globale et intriquée. Vous voyez, penser à comment dire, non pas les milieux de manière cloisonnée, c'est-à-dire une entreprise accueillante et accessible, un domicile accueillant et accessible, une école accueillante et accessible, des services publics accueillants et accessibles, et voir comment cette personne-là va circuler entre ces différents milieux et va pouvoir s'insérer dans ces différents milieux du mieux possible. Voilà. Je pense qu'il y a les interstices à penser, quoi, et la continuité à penser. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à faire, finalement. Et
je pense à ça là, spontanément en termes d'accompagnement, mais dans le travail qu'on est en train de faire sur une charte du sport, des sports partagés et des handisports dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 à Paris, bah, on a décidé naturellement de se dire, si on rend les Jeux Olympiques et les sites des Jeux Olympiques accessibles, il va aussi falloir rendre les clubs sportifs à la fois accueillants et accessibles. C'est-à-dire, on ne va pas distinguer les deux. Les personnes qui viennent voir de l'athlétisme à haut niveau aux Jeux Olympiques et qui se trouvent être en situation de handicap, pourquoi est-ce qu'elles pourraient venir voir de l'athlétisme ou voir même l'athlétisme dans le domaine des handisports et ensuite taper à la porte du club sportif du coin et dire ah ben non, ici vous pouvez pas venir, c'est pas fait pour vous. Donc il y a une réflexion globale et systémique à mener évidemment sur ces sujets, sur l'accompagnement de manière beaucoup plus large. Le troisième point sur lequel il est important d'accentuer, c'est que l'accompagnant doit savoir se faire accompagner. C'est circulaire. Pour construire une véritable relation, il paraît fondamental de ne pas s'enfermer dans des rôles, dans ses rôles respectifs, même si il est important à un moment donné de jouer son rôle. Personne ne dit le contraire. Un soignant doit pouvoir jouer son rôle à un moment donné. Mais pour autant, il ne faut pas être dans une logique fixiste, quoi. C'est-à-dire dans la fixité de son rôle. En inversant les rôles ou en jouant avec ces rôles, l'accompagnant professionnel doit aussi savoir se faire accompagner par la personne vivant avec un handicap, qui est la seule personne à même de lui indiquer ses habitudes de vie ou les limites de son intimité, par exemple. Alors, toujours Noémie. Alors, elle nous dit « La personne dépendante doit être suffisamment futée pour demander ce dont elle a besoin. C'est-à-dire apprendre aux gens en leur disant que pendant la première semaine, ça va être un peu compliqué, mais que je vais beaucoup la guider et la reprendre, mais surtout ne pas s'attacher à cela. Une fois que vous aurez bien tous les gestes, je ne vous demanderai plus vraiment les choses. La personne a l'impression, quand elle sait, qu'elle gère. Elle oublie presque que c'est toi qui lui as tout appris au début. Ensuite, un relais se passe entre les collègues. » Donc là, on voit bien cette j'ose pas dire formation, c'est pas vraiment une formation, mais cet ajustement des uns aux autres qui doit se faire dans un premier temps et même dans la longue durée, puisque effectivement, il doit y avoir aussi la dimension des habitudes de vie, la dimension des petits rituels du quotidien, dans quel ordre on fait les choses, comment on prend son petit déjeuner, qu'est-ce qu'on en attend, à quelle heure on se lève, enfin, que sais-je, mais il y a toutes ces dimensions-là qui sont à apprendre. Et effectivement, il y a ces rôles-là qui ne sont pas à déterminer de manière fixe, c'est-à-dire qu'ils sont, on le voit ici, enfin, en tout cas c'est ce que je vois, c'est que ces rôles, ils sont fluides. C'est-à-dire que le soignant n'arrive pas, dans un premier temps, l'accompagnant n'arrive pas en posture de compétence, en posture de sachant, qui va déterminer ce qu'il faut faire à quel moment et comment, mais dans un premier temps, il va se mettre à l'écoute, pour ensuite, une fois qu'il a compris, se mettre en posture de compétence. Mais cette posture de compétence, elle repose toujours sur le fait que ce qui est appliqué, c'est ce que l'accompagnant a appris de l'accompagner. Donc, vous voyez que les choses sont beaucoup plus intriquées et beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer au départ dans la situation d'accompagnement, en disant, voilà, je suis l'auxiliaire de vie, donc je sais, et j'arrive pour aider cette personne, et je sais déjà comment l'aider avant d'entrer dans la pièce, quoi. Alors, pour ça, eh ben, le quatrième sujet en découle naturellement, c'est former les uns par les autres. Former les auxiliaires de vie, mais aussi les personnes accompagnées. Donc, pour opérer complètement ce passage du soin au prendre soin et envisager les choses de manière intriquée et complexe, comme des systèmes complexes, il sera nécessaire de faire évoluer le statut des assistants de vie pour les valoriser davantage et les ouvrir à un accompagnement émancipateur. Donc, il y a beaucoup d'auxiliaires de vie aujourd'hui qui ne sont pas formés spécifiquement pour faire ça.
Et c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une formation, sans parler des revalorisations en termes de contrats, de salaire. On ne va pas rentrer dans ce type de choses, mais c'est pourtant très important au quotidien pour les personnes handicapées de pouvoir s'appuyer sur des gens formés et conscients de leurs valeurs et de l'action qu'ils mènent au quotidien aussi. Donc cela implique un apprentissage des processus, des gestes et des postures professionnelles spécifiques, davantage qu'au respect des normes, des protocoles et des cahiers des charges, ce qui est nécessaire mais non suffisant. Les processus qui participent d'un travail de la relation sont à créer, à entretenir, à faire vivre, à réguler, etc. Pour cela, il semble nécessaire de mettre en place des formations croisées. Ça, c'est ce qui commence à se faire, et c'est ce qu'on propose, hein, c'est très intéressant. C'est-à-dire des formations de professionnels auprès de patients experts, ou en tout cas auprès de personnes qui ont une expertise et une compétence dans le domaine de la vie des personnes vivant avec un handicap, mais aussi la formation des personnes vivant avec un handicap dans la lignée, par exemple, de ce qui est fait avec l'université des patients. Donc ça peut être en tout cas intéressant d'avoir cette double logique. Alors après, à voir évidemment comment mettre en œuvre les choses, comment, voilà, à quoi pourraient ressembler ces enseignements, mais en tout cas, il y a une richesse là à trouver, à mon avis, dans le croisement des regards. Le cinquième point, c'est ce que j'appelle l'empuissantement, pour faire pendant à l'empouvoirment. Donc sortir de la logique du contrôle pour passer d'un rapport de pouvoir à ce rapport de puissance. Donc là, je m'appuie sur l'idée de puissance chez Spinoza. En développant les expertises partagées et en inversant les rôles, la relation d'accompagnement tend à ne plus devenir un simple rapport de pouvoir de l'un sur l'autre. Le pouvoir, quand est-ce qu'on peut dire j'ai du pouvoir au sens politique du terme? C'est quand on peut contraindre quelqu'un d'autre. Le pouvoir, c'est ça, on le voit même de manière beaucoup plus large. Hein. On l'a vu avec les scandales d'Harvey Weinstein et d'autres types de scandales de ce type-là. C'est-à-dire que le pouvoir, il se vit intimement comme un pouvoir de contrainte sur d'autres. Voilà. Donc c'est pour sortir de cette logique-là du contrôle et du pouvoir comme outil de contrainte et entrer dans un pouvoir de puissance. Donc le pouvoir de puissance, ce n'est pas un « tu dois faire », donc qui est un pouvoir sûr, mais un « tu peux faire ». C'est la puissance de, c'est le pouvoir de faire quelque chose. Voilà. Dans ce cadre, la valorisation des deux acteurs du prendre soin vient du fait que chacun donne à l'autre une puissance d'agir et reconnaisse pleinement cette force de proposition et d'action. C'est ainsi que l'accompagnant professionnel doit aussi pouvoir s'effacer, il doit savoir s'effacer, dans l'intérêt de la personne vivant avec un handicap, en lui apprenant à se faire accompagner par un non-professionnel. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, ce n'est pas le pouvoir de dire, par exemple, tu ne descendras pas de cet escalier si je ne suis pas là pour descendre ton fauteuil, même si on comprend, on n'est pas naïf, qu'il y a toute une logique de sécurité derrière. Voilà, et de sécurité de la personne, évidemment. Mais c'est donner du pouvoir, le donner aux personnes vivant avec handicap, donner aux personnes vivant avec handicap le pouvoir de faire les choses. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est très important. Vraiment, ça, c'est une transition. Merci. C'est le prendre soin, l'espace éthique aussi. Merci. Donc, si le rapport de pouvoir sur la personne vivant avec un handicap tend à rendre cette pratique de l'accompagnement par des non-professionnels impossible, le rapport d'empouvoirment ou d'empuissantement l'encourage par contre très fortement. Donc si on écoute François, on va s'en rendre compte. Il nous dit « Si j'ai eu de la chance en trouvant cette famille », ça c'est quand il fait ses études supérieures, il raconte ses études supérieures.
Si j'ai eu de la chance en trouvant cette famille, j'en ai eu beaucoup moins en choisissant cette université soi-disant accessible. En effet, cette université était accessible de plein pied, mais c'était sa seule accessibilité. Il n'y avait pas d'aide et d'accompagnement pour accueillir les personnes vivant avec un handicap et il m'a fallu tout inventer pour que je puisse suivre les cours et passer les examens avec une anticipation énorme. Car pour l'université, je n'étais accepté que si j'acceptais les principes et obligations de l'université qui n'étaient pas du tout adaptés à moi. Cela n'a pas été si grave que ça, car j'ai aussi trouvé des amis pour qu'ils deviennent des aides et des accompagnants dans le quotidien de ma vie d'étudiant. Je crois sincèrement que j'ai vécu avec la famille qui me logeait et avec les étudiants qui m'aidaient de vrais moments, de la vraie vie, non grâce à des professionnels ou à des institutions, mais grâce à des hommes et des femmes qui avaient envie de m'aider pour que je réussisse avec eux. Ce n'était pas l'inclusion dans une société, mais c'était une société accueillante et accompagnante qui se valorisait tous les jours en m'aidant et en me donnant la possibilité de faire des études normalement et de réussir comme les autres. Encore une fois, j'ai eu énormément de chance. Donc là, on voit effectivement cette logique d'empuissantement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver les moyens et l'accompagnement, mais l'accompagnement, on le voit encore une fois, c'est une notion fragmentée. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement l'accompagnement professionnel, ce n'est pas uniquement l'accompagnement institutionnel, mais il y a une logique aussi d'accompagnement humain. C'est là qu'il faut trouver les ressources sociales pour ça. En corollaire de ce principe d'empuissantement, il y a le principe de participation qui semble très important dans cette réinvention, si je puis dire ça comme ça, de l'accompagnement. C'est savoir se valoriser l'un par l'autre par la reconnaissance de ses capacités. Donc l'accompagnement, c'est ce qui permet aux personnes vivant avec un handicap d'accéder à l'autonomie et à la dignité. Donc à l'autonomie dans le sens à la fois d'autodétermination et de pouvoir accéder à des études, à l'entreprise. Voilà. Là, c'est une dimension très concrète de l'autonomie. Ce n'est pas l'autonomie au sens philosophique du terme. C'est vraiment de dire j'ai envie d'aller à l'université pour pouvoir être directeur des ressources humaines ou chercheur. Je veux pouvoir le faire et pour beaucoup de personnes vivant avec un handicap, l'autonomie, c'est ça. Donc, il ne faut pas aller chercher bien loin. Pour eux, quand ils utilisent ce mot, c'est ce que ça veut dire. Donc, et dans cette logique de participation et de valorisation par la participation, on va écouter le témoignage, une petite partie du témoignage de Paul et la manière dont il a repris goût à la vie. Je devenais tous les jours de plus en plus compétent en informatique et j'aidais mes parents dans leurs démarches administratives pour avoir une carte vitale de la sécurité sociale, faire une déclaration d'impôt, envoyer des mails à toutes les administrations possibles. Et je leur apprenais même à utiliser l'ordinateur tout seul, sans mon aide. Aussi bizarre que cela puisse paraître, je devenais de mon lit, et sans savoir parler correctement, un bon pédagogue et une aide précieuse pour les personnes qui avaient besoin de ma compétence. Eh bien, avec cela, on reprend goût à la vie. Vous voyez que l'accompagnement, il se fait vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que l'accompagnement, ce n'est pas réifier la personne, c'est lui permettre d'agir. Et si on reprend les concepts sartriens, c'est pas considérer la personne vivant avec un handicap comme un en soi, comme une pierre, comme un objet qu'on va amener aux toilettes, qu'on va lever, qu'on va coucher, qu'on va nourrir. Mais c'est considérer que cette personne, elle se construit dans ses actions, par ses actions, et que c'est comme ça qu'elle va se réaliser dans la vie et dans son existence. Je pense que c'est bon à rappeler, quoi. C'est cette participation à la vie sociale et la valorisation ne vient pas uniquement dans le discours. Et la valorisation, on s'en rend bien compte dans les établissements, elle passe aussi par le maximum, favoriser le maximum de participation possible des personnes vivant avec un handicap, que ce soit dans les établissements, à domicile, en entreprise ou dans tous les milieux ordinaires ou les milieux de vie, quoi. Donc être une aide précieuse
c'est aussi, pour Paul, c'est aussi pouvoir s'engager dans le cycle du don que décrivait le sociologue Marcel Mauss. C'est-à-dire, on donne, on reçoit et on rend. Voilà. Et ensuite, le sociologue Alain Caillé, qui vient de sortir un livre sur ce sujet, Extension du domaine du don, ajoute même une autre dimension, c'est-à-dire demander, donner, recevoir, rendre. Et pour Marcel Mauss, je fais une toute petite parenthèse parce que sinon on peut passer des heures là-dessus, c'est la structure fondamentale de la vie en société. Donner, recevoir, rendre. Quand il a fait une étude comparative de toutes les sociétés et des études anthropologiques qui étaient publiées à son époque dans les années 20, enfin 1920. Et il s'est rendu compte que cette structure sociale primordiale du donner, recevoir, rendre était très différente de la structure qui déjà était dominante à l'époque, c'est-à-dire la logique du calcul. C'est-à-dire la logique du calcul bénéfice-risque, la logique du calcul des intérêts des uns et des autres, avec cette logique aussi du marché, avec la main invisible qui, de manière comme ça, un peu mystérieuse, donnerait une cohérence au tiraillement entre les intérêts personnels différents des uns et des autres pour faire une société, quoi. Alors lui, il dit, bon, ça ne se passe pas comme ça. Et par contre, la structure fondamentale anthropologique et sociale, c'est cette logique du donner, recevoir, rendre. Donc c'est pour ça ici que j'utilise cette notion. Et c'est cette logique-là qui fait de Paul un membre à part entière de la société, reconnu dans sa singularité, ses compétences et sa participation au collectif. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas uniquement de l'aide, mais il donne aussi. Il donne des formations, en l'occurrence, à ses parents et à ses voisins sur l'informatique. C'est ce qui lui redonne le goût à la vie. Cet enseignement-là, il est infiniment précieux sur cette question de l'accompagnement, puisque ce qui valorise, ce n'est pas uniquement faire ou faire pour soi, mais c'est faire aussi pour les autres. Et que ce don soit reconnu à sa juste valeur, à la mesure de ce qu'il apporte, de son utilité, de sa beauté ou encore de l'investissement qui lui a été consacré. Au-delà de ce faire, c'est aussi le processus qui importe. Pouvoir décider de la manière dont on souhaite œuvrer, seul ou avec les autres, et en cela acquérir une certaine forme d'autonomie individuelle ou collective. Être créatif, pouvoir se reconnaître dans ce qu'on a fait, et en être fier, et surtout constater que l'on participe à construire son espace social, le monde dans lequel on vit, à façonner son environnement, même à l'échelle de la famille, même à l'échelle du foyer. Voilà ce qui valorise en société et ce qui permet de trouver sa place. Donc vous voyez, c'est vraiment le corollaire de cet empuissantement là, que doit permettre l'accompagnement. Vous voyez, on est bien loin de l'accompagnement institutionnel tel qu'on pouvait le concevoir, enfin tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel que nous le décrit François au lycée, par exemple. Voilà. Donc là, on change vraiment. Et enfin, le dernier point, puisqu'on est ici à l'espace éthique, je pense que pour avoir une bonne posture d'accompagnement, c'est une posture réflexive. Et là, ça pose la question, effectivement, de la réflexion éthique, ça pose la question de la réflexion même philosophique, hein, n'ayons pas peur des mots, sur sa pratique, comme vigilance, comme prendre soin, qui permet de ne pas se reposer sur les idées préconçues, mais d'adopter une attitude réflexive à chaque étape du parcours. C'est là que la pratique de l'éthique du soin, pour moi, elle est fondamentale. Vraiment, dans ce domaine de l'accompagnement, c'est un apprentissage professionnel qui me semble vraiment nécessaire, quoi, ce recul nécessaire. C'est-à-dire, on ne peut pas accompagner une personne sans se poser 1000 questions, quoi. Comment écouter au mieux ses besoins? Comment arbitrer entre la liberté et la sécurité? Qu'est-ce que c'est qu'un projet de vie? On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'intimité? Comment respecter l'intimité de chacun? Qu'est-ce que c'est qu'être bienveillant? Il y a un numéro de la revue dans lequel on a fait un regard croisé sur la bienveillance.
Effectivement, il y a plusieurs points de vue. Hein. Annelise Chabert, son point de vue sur la bienveillance, c'était de dire, dans bienveillance, il y a bien, et j'ai absolument pas envie qu'on m'impose une vision du bien. Donc, comment on fait quand on est bienveillant, on agit bien en fonction de ses critères, mais qu'en est-il du critère de la personne qu'on essaye d'aider, quoi. Et surtout quand cette personne n'a pas d'autre choix que d'être aidée. Donc voilà, vous voyez, c'est une première porte ouverte sur cette notion de bienveillance, mais on pourrait en discuter aussi très longuement. Et vous voyez, ce sont que quelques interrogations, mais qui interrogent toute la manière dont on va pouvoir mettre en œuvre cette pratique de l'accompagnement. Est-ce que j'ai fini ? Oui, alors, juste un tout petit mot. Ça interroge évidemment la forme institutionnelle que peut prendre l'éthique pour les auxiliaires de vie, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a de la solitude dans ce travail-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique d'équipe naturelle où on peut se réunir une fois par mois ou une fois par semaine pour discuter des cas. On sait bien que les auxiliaires de vie ont tendance à changer de travail régulièrement. Donc voilà, ça pose aussi beaucoup de questions en termes d'organisation. Cette question éthique-là, en fait, elle recouvre beaucoup de questions plus profondes. Et pour finir, et pour montrer l'importance de cette démarche d'accompagnement, qui soit émancipatrice, hein, qui sorte de cette logique du contrôle, on peut finir avec la parole de Rose, qui a un handicap mental et qui a été longtemps enfermée comme ça dans son foyer chez ses parents. Avec, voilà, elle raconte que sa mère ne voulait absolument pas, pour sa sécurité, pour son bien et pour le bien des autres habitants du village, qu'elle sorte ou oui, voilà, elle ne voulait pas qu'elle sorte ou qu'elle participe à des activités sociales. Mais bon, malheureusement, sa mère finit par mourir et tout le monde se rend compte, à la stupéfaction générale, qu'elle est autonome. Elle sait faire la cuisine, elle sait faire le ménage, elle sait s'occuper de sa maison et en fait, elle peut vivre toute seule. Et elle nous dit « Maintenant, ma vie est bien et j'aime les gens que j'aide. Et les gens que j'aide m'aiment aussi. » Vous voyez, c'est là qu'on a le don contre don encore. Hein. J'ai même de temps en temps une pièce de pourboire, parce qu'elle travaille dans une boutique, qui me permet d'acheter des fleurs pour mettre sur le balcon de la maison. Je suis heureuse. Donc vous voyez en quoi l'accompagnement, il se joue vraiment dans cette logique du don contre don et dans cette logique de l'empuissantement. Donc voilà, je vous livre ces quelques réflexions menées à partir de ces témoignages et de ces discussions dans ce groupe de travail. Voilà, maintenant on peut en discuter évidemment en fonction de vos expériences et de ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà.